En 1992, au Mexique, une situation familiale particulièrement difficile, impliquant un père et sa fille, est restée longtemps méconnue du public. Pendant plus de 20 ans, la vie de cette famille s'est déroulée à l'abri des regards, dans une petite maison en adobe, au bout d'un chemin isolé dans les collines de Chihuahua. Les arbres couvraient sa façade, comme s'ils voulaient cacher une vérité trop sombre pour être dite à voix haute. À première vue, ce n'était qu'une construction poussiéreuse, avec un toit sur le point de s'effondrer et un corral vide sur le côté. Mais c'est là qu'une jeune femme, le regard perdu et les traits marqués par le poids de la vie, fut découverte serrant son bébé nouveau-né, comme si cela pouvait le protéger de ce qui venait d'arriver, ou de celui qui n'avait pas provoqué. Je m'appelle Burgo, et j'apporte cette histoire ici, sur la chaîne Mexique Interdit. Parce qu'il y a des blessures que le silence ne peut guérir. Des histoires qui font mal, qui dérangent, mais qui ont besoin d'être racontées. Parce que derrière chaque nom effacé, de chaque visage sans enregistrement, il y a une vérité qui ne peut pas rester cachée. Si vous croyez que ces récits doivent atteindre plus de personnes, je vous invite à vous abonner et à m'accompagner dans ce voyage de mémoire, de douleur et de compassion. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une histoire commune, et encore moins légère. C'est un miroir sale qui reflète une partie cachée de notre société. Tout a commencé en 1992, lorsqu'une travailleuse sociale envoyée par un programme de santé rurale s'est perdue par erreur sur des chemins sans signalisation, cherchant une famille qu'elle n'a jamais trouvée. Au lieu de cela, elle en a trouvé une autre. Devant une maison sans numéro, une fille est sortie la voir, sans chaussures, avec une blouse trop grande et le visage couvert de poussière. Elle tenait en l'air un vieux tissu enveloppé sur ses genoux. Ce n'était pas une poupée. C'était un bébé. La femme a essayé de demander après la mère. La fille a baissé la tête. Elle n'a pas répondu. À l'intérieur de la maison, un homme âgé est apparu en silence, s'arrêtant sous le seuil. Il n'a pas dit un mot. Il l'a seulement regardée, comme si ce regard suffisait à tout faire taire. Des années auparavant, cet homme, que les quelques voisins restants dans la zone connaissaient simplement sous le nom de Don Severo. Il était venu vivre là avec une jeune femme, supposément son épouse. On ne les voyait presque jamais, et quand quelqu'un passait dans la zone, il sortait seul. On savait qu'il avait des enfants, mais personne ne l'avait raconté. Les visites étaient rares. Il n'y avait ni lumière électrique, ni téléphone. Et le chemin était si mauvais que même les recenseurs l'évitaient. C'était un coin où la pauvreté se confondait avec l'oubli. Mais cet oubli avait servi de voile pour quelque chose de bien plus atroce. Avec le temps, sa femme est morte. Certains disaient que c'était d'une fièvre, d'autres qu'elle avait simplement cessé de sortir. Personne n'est venu aux funérailles. Personne n'a demandé. Ils ont seulement su qu'elle était morte parce qu'un jour, Don Severo a creusé un trou derrière la maison et a planté une croix faite avec des branches attachées avec du fil de fer. Après cela, on ne le vit plus au village. Il ne revenait que de temps en temps pour échanger des haricots contre du sel, du maïs contre du savon. Quand on l'interrogeait sur ses enfants, il répondait qu'ils allaient bien. Et c'était tout. La fillette qui tenait le bébé ce matin-là avait les yeux creux. Il n'y avait en eux aucune trace d'enfance, ni même de peur. Il y avait de la résignation, comme si elle comprenait depuis des années que personne ne viendrait la secourir. La travailleuse sociale a essayé de connaître son âge, son nom, quelque chose. Mais il n'y a pas eu de réponse. Ce fut l'homme, Don Severo, qui a finalement parlé. Il a dit que c'était sa fille. Il a dit que le bébé était son petit-fils. Et puis,
avec un fumier aussi sec que la terre qu'il foulait, il a demandé qu'il parte, qu'il n'avait rien à offrir, ni à demander. Mais ce que cette femme a ressenti dans l'ambiance ne l'a pas laissé tranquille. Ce silence pesait comme du plomb. En revenant à sa base, elle a tenté de rédiger un rapport. Personne ne l'a accepté. Il n'y avait pas d'acte de naissance. Il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas de preuve. Seulement une impression, un soupçon et un endroit qui n'était même pas sur la carte du programme d'État. Le cas est resté sans dossier. Personne n'en a plus jamais parlé. Des années ont passé. Parfois, dans les archives de l'hôpital le plus proche, apparaissait l'admission d'enfants avec des noms de famille inventés. Des enfants qui naissaient avec des complications, des malformations légères, des problèmes de peau. L'un d'eux est arrivé une nuit dans les bras d'une jeune femme au visage couvert. Elle n'a pas donné son nom. L'enfant n'a pas survécu. On a dit que cela avait été un accouchement à domicile mal pris en charge. Personne n'a posé plus de questions. Mais les rumeurs grandissaient parmi le personnel, que c'était toujours la même famille, qu'ils venaient du même endroit, que la mère n'était pas la mère, mais la sœur, que le père était aussi le grand-père. En 2013, un bénévole d'une association chrétienne a réussi à entrer dans cette maison sous prétexte d'apporter des Bibles. Il portait sur lui une petite caméra cachée. Il n'a pas enregistré de visage. Mais il a enregistré ce qu'il a pu. Une pièce en terre, des matelas sur des sacs, des vêtements d'enfants accrochés à des fils, une Bible ouverte avec des taches d'humidité. Une enfant, la même que des années auparavant, mais déjà devenue femme, tenait un autre bébé. Elle n'a pas dit un mot. Elle l'a seulement serré dans ses bras, avec force, comme si quelqu'un était sur le point de le lui arracher. Le bénévole a quitté la maison avec une unique image. Une photo floue, prise en sortant, quand il s'est retourné pour la voir une dernière fois. Là, elle apparaissait, debout sur le seuil, avec le bébé dans les bras. Et au fond, dans l'ombre, le même homme. La photo a été envoyée aux autorités, mais il n'y a pas eu de réponse. On a dit que sans preuve génétique, sans plainte formelle, sans nom, il ne pouvait pas intervenir. Cette image est la seule qui est conservée. Il n'existe plus de photos. Il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de registre. Seulement cette scène, une jeune femme qui ne l'était plus, un bébé qui ne connaîtrait jamais son origine, et un homme dans l'ombre qui n'a jamais été jugé. Parfois, les histoires les plus monstrueuses ne sont pas cachées dans des châteaux ni dans des légendes. Elles sont dans les endroits où personne ne veut regarder. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Parce que ce qui est tu se répète. Parce que chaque fois qu'une histoire comme celle-ci est ignorée, le silence devient complice. Et parce que quelqu'un, un jour, doit parler. Aujourd'hui, c'est nous. Et si toi aussi tu crois que ces voix méritent d'être écoutées, accompagne-nous à Mexico Prohibido. Parce qu'il ne s'agit pas d'un scandale. Il s'agit de justice, même si elle arrive tard, même si elle n'arrive que sous forme de mémoire. Des années après cette unique photo, l'histoire a semblé s'évanouir comme tant d'autres. Mais quelque chose est resté flottant dans l'air parmi ceux qui avaient connu l'affaire de près. Un sentiment de dette. Une voix, bien qu'elle ne fût jamais entendue en paroles, continuait de crier depuis ce jeune visage, depuis ce bébé enveloppé dans des chiffons, depuis l'ombre qui ne bougeait pas. Ce fut en 2016 qu'une infirmière d'un petit centre communautaire dans la municipalité de Batopilas a de nouveau déclenché l'alarme. Une femme très jeune, avec des signes d'anémie sévère et accompagnée d'un bébé dans les bras, est arrivée marchant pieds nus, avec les pieds gercés et les yeux gonflés par la poussière et les pleurs. Elle n'avait pas d'identification. Quand on lui a demandé son nom, elle a murmuré un nom qui ne correspondait à aucun registre.
Son nom de famille, a-t-elle dit, était celui de son père. Et en le prononçant, son corps a tremblé légèrement. L'infirmière, nommée Laura, a remarqué quelque chose d'étrange. Le bébé avait les paupières gonflées, la peau extrêmement pâle, et ses membres étaient plus courts que d'habitude pour son âge. Mais le plus inquiétant était la façon dont la mère, qui en réalité ne devait pas avoir plus de 16 ans, réagissait à toute question. Elle baissait la tête, détournait le regard et pinçait les lèvres, comme si chaque mot pouvait se retourner contre elle. Laura lui a offert de la nourriture, un endroit pour se reposer et un bain chaud. La jeune femme a accepté en silence, mais n'a pas lâché le bébé à aucun moment. C'était comme si cette créature dans ses bras était sa seule barrière contre un monde qui l'avait détruite. Cette nuit-là, quand le centre était déjà fermé, Laura est restée lui parler à voix basse. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas à dire quoi que ce soit qu'elle ne voulait pas, mais qu'elle pouvait lui faire confiance. Après un long silence, la jeune femme a murmuré quelque chose. Ce n'était pas clair, mais assez pour glacer le sang de Laura. Elle a dit que le bébé était de lui. Elle n'a pas mentionné de nom. Elle n'a pas clarifié les liens. Elle a seulement baissé le regard et a ajouté qu'elle ne voulait plus retourner à la maison. Qu'elle préférait rester là, même si c'était seule. Laura, le cœur serré, a fait ce qu'elle a pu, a enregistré son entrée comme anonyme, a protégé l'information et le lendemain a appelé une ancienne collègue qui travaillait au DIF étatique. Elle lui a demandé de la discrétion. Elle lui a demandé de l'aide. Mais de l'autre côté de la ligne, la réponse a été la même que d'habitude, sans plainte formelle, sans preuve génétique, sans nom légal. Il n'y avait pas grand-chose qu'ils puissent mal faire. Ils lui ont recommandé de la remettre à un refuge temporaire. Laura savait ce que cela signifiait. Elle savait que, dans le meilleur des cas, la jeune femme serait de retour chez son tuteur légal ou disparaîtrait parmi des papiers sans signature. Elle a alors décidé de la retenir avec des excuses, qu'elle avait besoin d'un traitement médical, que le bébé nécessitait une observation. Elle a gagné quelques jours, suffisant pour parler avec le curé local, un homme âgé d'origine humble qui avait travaillé pendant des années avec des communautés indigènes. Il a accepté d'aider. Il a emmené la jeune femme dans un petit refuge improvisé derrière la paroisse. Là, pour la première fois, elle a pu dormir avec le bébé sans peur. On lui a donné des vêtements propres, de la nourriture chaude et du silence. Un silence différent de celui qu'elle avait connu, non celui qui cache, mais celui qui guérit. Dans les jours suivants, la jeune femme, qu'ils ont commencé à appeler Maria pour protéger son identité, a commencé à parler à son rythme, par morceaux. Elle a raconté qu'elle ne connaissait pas d'autre maison que celle du ranch entre les collines, que sa mère était morte quand elle était petite, que son père la traitait comme une femme, qu'elle ne savait pas combien d'enfants elle avait déjà eus, que certains étaient morts, que d'autres vivaient à la maison, mais ne sortaient pas, que son monde se limitait à cet espace et à ce que lui disait qui était vrai. Laura écoutait les yeux pleins de larmes. Le curé serrait son rosaire pendant qu'elle parlait. Personne n'interrompait, personne ne questionnait. Ils écoutaient seulement. Parce que parfois, l'acte le plus sacré est simplement de ne pas détourner le regard. On a tenté de rédiger un rapport. Cette fois, Laura a décidé d'agir sans attendre de permission. Elle a envoyé une lettre, avec des témoignages, à une organisation internationale des droits de l'homme, en photocopie à la presse locale, même au ministère public. Ce qui s'est passé ensuite était confus et, pour beaucoup, douloureusement familier. Des jours après avoir envoyé les lettres, un véhicule sans plaque est arrivé au refuge. 3 hommes sont descendus, vêtus en civil.
Ils ont affirmé être du gouvernement. Ils ont montré des papiers que personne n'a compris. Ils ont emmené Maria et le bébé sans plus d'explication. Laura a voulu les arrêter, mais elle a été poussée. Le curé les a suivis jusqu'à la porte, criant que c'était un crime. L'un des hommes s'est retourné et lui a dit qu'il valait mieux ne pas se mêler de ce qui ne le regardait pas. Depuis lors, on n'a plus jamais eu de nouvelles d'elle. Ni du bébé. La paroisse a été visitée 2 fois de plus par des hommes inconnus. Ils ont emporté des papiers, détruit des archives. Laura a été transférée dans un autre état. Le curé est tombé malade peu après. Il se disait au village que tout avait été une exagération, que cette fille inventait des choses, que la pauvreté confondait parfois les gens, et que le mieux était de laisser tout tel quel. Mais ceux qui ont connu son visage n'ont pas pu l'oublier. Parce que dans ses yeux, il y avait quelque chose qui ne s'efface pas. Une supplication muette, une blessure ouverte, une vérité qui criait dans le silence. Quelques années plus tard, un journaliste indépendant a repris l'affaire. Il avait entendu des rumeurs. Il a voyagé dans la région, a cherché le ranch. Il l'a trouvé abandonné. Mais en entrant, il a vu qu'il n'était pas vide. Sur les murs, il y avait des marques enfantines, des noms écrits à la craie, des jours barrés, une vieille Bible avec des pages déchirées. Et sur la table, couverte de poussière, un cahier de dessin. Dans l'un d'eux, une fille avec un bébé dans les bras et une silhouette sombre derrière. Ce fut le dernier indice. Personne n'est retourné y vivre. Les voisins disent que parfois, quand la nuit tombe et que le vent souffle entre les arbres, on entend le pleur d'un enfant. D'autres disent que ce ne sont que des contes. Mais au fond, tous savent que ce n'est pas le cas. Parce qu'une histoire comme celle-là ne disparaît pas, elle reste. Elle attend, exigeant qu'on s'en souvienne. Et nous, depuis cet espace, nous n'allons pas l'oublier. Parce que quand le système échoue, quand le gouvernement se tait, quand la communauté ignore, il ne reste qu'une chose, la dignité de raconter ce qui s'est passé, même s'il est tard, même si c'est avec des larmes, même si ce n'est qu'avec des mots. Pendant des mois, le journaliste a tenté de trouver une trace légale de l'affaire. Il a visité les registres civils, a cherché dans les hôpitaux ruraux, a contacté des fonctionnaires à la retraite. Chaque tentative se terminait par un silence administratif ou par des phrases vides qui se répétaient comme un écho aveugle. Il n'y a pas de trace. Ce fichier n'existe plus. Ce nom ne figure sur aucune liste officielle. C'était comme si Maria et son fils n'avaient jamais existé. Comme si cette jeune femme aux yeux tristes et au bébé dans les bras n'avait été qu'une ombre passagère entre les failles du système. Cependant, le journaliste ne s'est pas rendu. Il a décidé de retourner à Batopila et de parler directement aux gens. Il a commencé par la paroisse. Le nouveau curé, un jeune homme aimable mais nerveux, a dit ne rien savoir. Bien que dans ses yeux, on put remarquer qu'il connaissait au moins une partie de l'histoire. Ensuite, il a parlé avec d'anciens travailleurs du centre de santé, avec des voisins du village, avec des vendeurs ambulants qui se souvenaient d'une fille au visage pâle et silencieuse qui un jour a simplement disparu. Personne ne donnait de détails. Mais tous baissèrent la voix en mentionnant l'homme du ranch. C'est alors qu'une vieille femme, vendeuse de tamales sur la place, a décidé de parler. Elle lui a demandé de ne pas l'enregistrer, de ne pas dire son nom, mais avec tout ce dont elle se souvenait. La jeune femme était passée par sa maison une nuit, avec le bébé accroché dans le rebozo, cherchant un peu d'eau, qu'elle ne savait pas bien parler. Qu'elle semblait venir d'un autre temps, d'un autre monde. Elle a dit que son regard était de ceux qu'on n'oublie jamais, comme si elle avait vécu plus de choses qu'une vieille femme. Elle avait un visage de silence,
murmura la vieille femme. Un visage d'avoir souffert avant même de savoir ce qu'était la souffrance. Avec cette description, le journaliste décida de monter vers le ranch abandonné une fois de plus. Cette fois, il n'était pas seul. Il était accompagné d'un photographe et d'un jeune avocat qui avait également lu sur l'affaire. Ils arrivèrent à l'aube, le ciel encore couvert d'étoiles. La porte était entr'ouverte, comme si le temps lui-même s'était rendu. À l'intérieur, tout était encore couvert de poussière. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Sur la table, où reposait auparavant le cahier de dessin, il y avait maintenant une boîte en bois sans serrure. Dedans, de vieilles photographies, des papiers volants et une lettre manuscrite. La lettre n'avait pas de signature, mais tout indiquait qu'elle avait été écrite par Maria. Ce n'était pas un témoignage chronologique. C'était plutôt un cri transformé en papier. Elle disait qu'elle avait eu 4 enfants, 3 vivants, un qui n'avait pas respiré. Qu'il ne leur laissait pas leur donner de nom. Il les appelait seulement par des numéros. Qu'il dormait par terre et mangeait la même chose tous les jours. Que lorsque le deuxième bébé était né, il ne pleurait plus. Il regardait seulement. Et qu'elle priait toutes les nuits pour que Dieu les voie. Mais que rien n'arrivait jamais. Jamais. Une partie de la lettre était presque effacée par l'humidité, mais on pouvait lire des phrases qui glaçaient le sang. Je ne sais pas si c'est un péché ou un châtiment. Parfois je rêve d'une maison avec des fenêtres. Je ne veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Je veux que quelqu'un sache ce qui s'est passé ici. Avec cette lettre en main, l'avocat tenta d'ouvrir une affaire judiciaire. Le journaliste publia un reportage dans un média numérique. Pendant quelques jours, l'article circula sur les réseaux sociaux. Certains l'ont partagé, d'autres ont douté. Les commentaires se sont divisés entre ceux qui réclamaient justice et ceux qui le qualifiaient de conte rural ou de sensationnalisme bon marché. Mais au milieu de tant de bruit, un message inattendu arriva. Une femme à Ciudad Juárez écrivit au journaliste disant qu'elle pensait connaître Maria. Elle avait travaillé des années auparavant dans un foyer où une jeune femme sans nom avait été admise avec un bébé présentant des malformations. Que l'enfant mourut peu après d'une complication pulmonaire. Que la mère ne parlait pas. Qu'elle dessinait seulement. Et qu'un jour, simplement, elle disparut, elle. Elle a dit qu'elle avait gardé un de ses dessins comme souvenir. Elle l'a envoyé par photo. C'était une figure féminine étreignant un bébé sous un arbre tordu, avec une maison en arrière-plan et une figure noire, sans visage, à la porte. La coïncidence était impossible à ignorer. L'avocat voyagea à Juárez pour tenter de récupérer le dossier de ce foyer. Mais en arrivant, il découvrit que le bâtiment avait été démoli il y a des années. Les archives furent transférées à une autre administration. Et là, comme on pouvait s'y attendre, les documents étaient incomplets. Le nom de la jeune femme admise était NN0385, sans identification officielle. Il n'y avait pas de photographie, ni d'empreinte digitale. Seulement un acte de décès du mineur, où NN était enregistré comme mère, âge 16 ans. Cause de décès, dysplasie pulmonaire congénitale. Le journaliste s'accrocha alors à la dernière piste, le dessin. Il décida de le publier avec la lettre, avec un appel à la communauté pour l'identifier. Des jours passèrent sans réponse. Jusqu'à ce que, dans un message privé, une femme de Durango dise que cette maison, celle du dessin, lui semblait familière. Elle croyait l'avoir vue durant son enfance, quand son père l'emmenait vendre des fromages dans la Sierra. Elle ne pouvait rien assurer, mais elle se souvenait d'une fillette qui sortait les regarder depuis la porte. Toujours seule, toujours en silence. Le journaliste voyagea à Durango. La femme l'emmena sur le site. Ce n'était pas le ranch original, mais une maison similaire, maintenant complètement effondrée.
Parmi les décombres, on pouvait encore voir le cadre rouillé d'un lit et un mur, avec des noms d'enfants écrits au charbon. Le plus impactant fut de trouver, sur l'un des murs au début, une croûte rayée avec des lettres tremblantes. « Pardon, monsieur. » Cette image fut photographiée et archivée, non comme preuve judiciaire, parce que personne ne voulait la recevoir, mais comme symbole d'une histoire que la justice avait préféré oublier. Une histoire marquée par la négation, la cécité institutionnelle, et par un abandon qui commença bien avant la première grossesse. Mais quelque chose changea à ce moment. Des personnes commencèrent à écrire depuis d'autres parties du pays. Depuis Puebla, depuis Oaxaca, depuis Veracruz, tous avec des histoires similaires. De fillettes obligées de se taire, de bébés sans nom, de silences imposés par la honte, la peur ou l'indifférence. Comme si la voix de Maria, bien que sans visage, avait ouvert une blessure nationale qui ne pouvait plus se refermer. Et pendant ce temps, dans le nord de Chihuahua, sur cette colline qui jadis abrita une maison sans fenêtre, le vent continuait de souffler. Parfois fort, parfois à peine un murmure, comme si quelque chose tentait de parler depuis la terre, comme si chaque feuille traînée par la poussière portait avec elle une question sans réponse. Combien d'autres? Parce que cette histoire, bien qu'elle n'ait pas de fin claire, ne doit pas rester enfouie dans la terre, ni diluée dans les archives brisées. Cette histoire existe, et bien que les noms s'effacent, les visages se perdent, et les autorités lèvent les mains, il y a quelque chose qui demeure. La nécessité de se souvenir. De ne pas tomber. De ne pas permettre que la douleur ne se répète. Parce que tant qu'une seule Maria restera vivante quelque part, tenant son enfant dans ses bras sans savoir quel nom lui donner, l'histoire ne sera pas terminée. Après que l'histoire commença à circuler sur les réseaux sociaux, les échos de l'affaire arrivèrent plus loin que personne n'avait imaginé. Bien que la justice continuait sans agir, bien que les institutions ne se prononçaient pas, et bien que les archives restaient incomplètes, quelque chose de profond s'était ému dans l'âme de milliers de personnes. Des gens ordinaires, des mères, des maîtresses, des infirmières et des prêtres commencèrent à envoyer des messages aux journalistes. Certains voulaient aider. D'autres seulement avaient besoin de dire qu'ils n'étaient et pas surpris. Qu'en leur propre communauté, il y avait aussi des maisons qui ne se regardent pas. Des fillettes qui cessèrent de parler dans des grossesses qui s'expliquaient avec des mensonges. Ou des pères trop présents aux accouchements. Mais ce fut l'un de ces messages qui ralluma la flamme de l'affaire. Il fut envoyé par une femme nommée Esperanza, depuis Parral, qui disait avoir travaillé comme employée de maison chez un médecin rural à la retraite. Là, un après-midi de 2017, était arrivée une jeune femme enceinte accompagnée d'un homme âgé. Le médecin avait accepté de la soigner par compassion. La jeune femme ne parlait pas, levait à peine le regard. L'homme signa les papiers comme père de la patiente, mais son âge et la façon dont il se référait à elle, comme si elle était une propriété plus qu'une fille, lui laissa une inquiétude qu'il ne put jamais oublier. Esperanza se souvenait que, en terminant la consultation, le médecin lui avait dit que cette fille ne venait pas d'un foyer, mais d'un enfermement. Que ses yeux ne demandaient pas d'aide, mais la permission de respirer. Et que le bébé qui venait en chemin, il pouvait faire avec des difficultés, mais qu'il ne pouvait rien faire. Que s'il tentait de dénoncer, ces gens disparaîtraient simplement. Qu'il était préférable de rester silencieux. Depuis ce jour, dit-elle, elle les revit. Mais quand elle vit le dessin publié par le journaliste, elle sut que c'était la même jeune femme. Les yeux, les cheveux,
le visage affûté comme taillé par l'angoisse. Ce nouveau témoignage motiva le journaliste à reconstruire une possible chronologie des faits. Et dans cette recherche, il découvrit quelque chose d'inquiétant. Entre 2002 et 2020, dans au moins 6 communautés rurales du nord de Chihuahua, des accouchements avaient été enregistrés, assistés par des médecins qui avaient rapporté des anomalies génétiques possibles par consanguinité, mais qui furent archivés comme des cas isolés, sans pertinence statistique. Un de ces registres, dans un hôpital de Créel, incluait une note écrite à la main par une pédiatre qui disait « Mère sans identification, probable victime d'abus ». Elle rapporte que le père de l'enfant est son propre père. Il demande de ne pas retourner au domicile. La note était barrée avec un stylo rouge. À côté, quelqu'un avait écrit « sans preuve ». Cette seule phrase « sans preuve » semblait se répéter dans toutes les tentatives pour rendre justice à Maria et à tant d'autres. Comme si l'absence de documents justifiait l'absence d'humanité. Comme si le manque de papier effaçait la douleur évidente sur chaque visage, sur chaque blessure, sur chaque bébé marqué par le silence. Le journaliste décida alors d'aller plus loin. Non seulement reconstruire l'histoire de Maria, mais créer un espace où d'autres pourraient raconter ce qu'on leur avait fait. Il ouvrit un courriel sécurisé, fit partager un numéro confidentiel. Les premiers jours, il ne reçut que des insultes. Des gens qui l'accusaient d'inventer, de nuire à l'image du pays, de chercher la gloire. Mais ensuite, commencèrent à arriver les messages qui importaient vraiment. Des femmes qui écrivaient depuis l'anonymat, avec des mots coupés par la honte et la mémoire. L'une disait « À moi, il m'est arrivé pareil. Mais dans ma famille, ils dirent que c'était ma faute. » Une autre « Ma mère m'a livré à mon grand-père parce qu'elle disait que c'était son obligation. » Et une de plus « Mon bébé est né les yeux fermés et personne ne demanda pourquoi. » Parmi toutes ces voix, une attira spécialement l'attention. C'était une jeune femme qui affirmait avoir vécu dans le même ranch où, des années auparavant, avait été Maria. Elle ne s'identifia pas mais envoya une photo. Une pièce avec des murs de dove, un toit bas en tôle et un poêle à bois avec des marques d'Ojim. Elle dit qu'elle s'était échappée quand elle avait 13 ans, après que sa sœur soit morte de fièvre, sans recevoir d'attention médicale. Qu'elle avait vécu dans la rue, qu'elle fut secourue par une nonne à Ciudad Obregón et que seulement maintenant elle osait parler. Elle ne pouvait pas confirmer si c'était la même famille, mais sa description coïncidait avec la zone, avec la distribution du ranch, avec la figure de l'homme âgé qu'elle appelait papa, mais qui ne se comportait pas comme tel. Le journaliste demanda la permission de partager une partie du témoignage dans son enquête. La jeune femme accepta, à condition que son visage et son nom ne soient pas révélés. Ainsi, peu à peu, le récit cessa d'être seulement une histoire isolée. Il devint une mosaïque de silence brisé. Une carte de l'horreur quotidienne dans des communautés où l'éducation n'arrive pas, où les femmes n'ont pas de voix, où les enfants naissent sans avenir et où la consanguinité se transforme en une prison invisible. Lors d'une interview avec une anthropologue experte en communautés marginalisées, le journaliste a entendu une phrase qui l'a marqué. « Là où il n'y a pas de langage, il n'y a pas d'échappatoire. » Et quand une enfant ne sait pas nommer ce qu'on lui fait, elle le répète sans savoir que c'est mal. Cette phrase lui a fait comprendre que l'histoire de Maria n'était pas un cas ponctuel, mais le résultat d'un abandon profond. Un abandon historique, institutionnel, culturel et spirituel. Parce que aussi la foi, celle qui donne tant de consolation à tant de personnes, avait été absente sur ce chemin, Les rares fois où Maria a parlé de Dieu, ce fut pour dire qu'elle croyait qu'il l'avait oublié,
que quand elle priait, elle ne ressentait rien, que parfois elle pensait que peut-être il n'existait pas, parce que s'il existait, il ne l'aurait pas laissé vivre tout cela, et pourtant continuer à prier, chaque nuit, en silence, serrant son bébé. Comme si la seule chose qui lui restait était cet acte invisible de résistance. Le journaliste a recueilli cette partie avec un soin particulier. Dans un pays où la religiosité est si présente, parler de foi au milieu de la douleur peut sembler une contradiction. Mais chez Maria, la foi était cela, un murmure d'espoir au milieu du vide. Ce n'était pas un dogme, ce n'était pas un temple. C'était à peine une flamme ténue qui restait vivante, même si tout autour d'elle était détruit. Avec chaque nouveau témoignage, l'histoire devenait plus grande, mais aussi plus diffuse. Parce que sans nom, sans acte, sans corps exhumés, il n'y avait aucun moyen de clore l'affaire. Et peut-être, pensait le journaliste, elle ne devait pas être close, parce qu'au-delà de la justice légale, ce dont Maria et d'autres avaient besoin était justice émotionnelle, justice spirituelle, justice sociale. Que cela soit su, que cela soit dit. Que le pacte de silence qui permettait que ces horreurs continuent à se produire génération après génération soit rompu. Ce fut alors que quelqu'un proposa un acte symbolique. Construire au même endroit où se trouvait le ranch. Une croix blanche avec les noms qui n'ont jamais pu être dits. Non pas avec des noms réels, parce qu'ils ne les savaient pas, mais avec des mots qui représentaient toutes. Espoir, lumière, courageuse, résistance. Un petit groupe de personnes s'est réuni pour porter la croix. Ce fut un jour nuageux, avec le ciel gris et le vent soufflant fort du nord. Parmi les présents, il y avait une femme âgée qui ne parlait pas. Elle portait un foulard sur la tête et un bébé dessiné sur son tablier. Quand la croix fut placée, elle s'agenouilla et murmura une prière que personne ne comprit. Mais tous la sentirent. Ce moment fut enregistré sur une photo. La croix blanche, la montagne derrière, la femme agenouillée et le silence du vent enveloppant le tout. Il n'y eut pas de mots. Il n'y eut pas de discours. Juste une certitude partagée, que même si la justice n'arrivait pas, la mémoire ne pouvait être enterrée. Et ainsi, l'histoire de Maria ou de toutes les Marias continua à vivre. Non pas dans les tribunaux, non pas dans les dossiers, mais dans les larmes de ceux qui l'ont écoutée, dans l'indignation de ceux qui ont refusé d'oublier, et dans l'écho de chaque prière dite par des femmes qui attendent encore d'être entendues. Parce que tant qu'une seule enfant continuera à naître dans un lieu où sa voix ne vaut rien, cette histoire continuera à s'écrire. Et nous, ici, continuerons à la raconter. Le jour où ils ont placé la croix blanche sur le terrain où se trouvait auparavant le ranch ne fut pas seulement un geste symbolique. Pour ceux qui étaient là, cela a représenté une rupture, un acte de mémoire active contre des décennies d'oubli. Bien que ce fût un peu, chaque personne qui y a assisté l'a fait avec un sentiment qui allait au-delà de la simple solidarité. Beaucoup avaient vécu des histoires similaires. D'autres portèrent les cicatrices d'abus réduits au silence. Et tous comprenaient que ce qui se passait sur cette colline n'était pas un cas isolé, mais la pointe d'un et grave enfoui dans la poussière de l'indifférence sociale. Une jeune femme qui a assisté ce jour-là, nommée Daniela, s'est approchée du journaliste à la fin de la brève cérémonie. Elle a attendu que la plupart se retirent, et ensuite, avec Boston Blue Rosa, lui a dit qu'elle avait reconnu la maison du dessin qu'il avait publiée des mois auparavant. Non pas pour y avoir été, mais parce que sa mère, déjà décédée, lui avait parlé d'un ranch perdu où les filles ne savaient pas qu'elles étaient filles.
L'histoire lui semblait une exagération quand elle était enfant, quelque chose raconté entre ses sureaux pour qu'elle ne sorte pas seule. Mais en voyant les photos, la croix et le silence qui se faisait encore sentir sur ce terrain, elle a compris que ce n'étaient pas des contes, que cela avait été un avertissement né de la peur. Le journaliste lui a demandé de raconter tout ce qu'elle savait. Daniela l'a fait avec lenteur, mélangeant des souvenirs d'enfance, des fragments isolés et le peu que sa mère avait osé dire. Apparemment, sa mère avait travaillé il y a de nombreuses années pour une famille qui vivait près du ranch. En une occasion, le patron lui a demandé d'apporter des vêtements à ceux de l'autre côté du ruisseau. Elle est allée avec un sac de seconde main. Elle a dit qu'y vivait un homme avec plusieurs enfants au visage éteint. Tous très silencieux. Tous avec la même peau tachetée par le soleil et les mêmes yeux et éclats. Quand la femme a demandé la mère, l'homme a dit qu'elle se reposait. Dans le ranch, il n'y avait pas de nourriture visible, ni de jouets, ni de livres, ni rien qui parlât d'enfance. Seulement le silence et des regards qui ne demandaient rien, parce qu'ils savaient déjà qu'ils n'obtiendraient pas de réponse. La mère de Daniela n'est jamais revenue à cet endroit. Mais des années plus tard, quand sa propre fille fut victime d'abus de la part d'un oncle, elle se rappela cette visite, et elle lui a dit « Il y a des maisons pires. Il y a des endroits où les filles n'ont pas de nom et leurs enfants n'ont pas d'âme. » Daniela n'a jamais oublié cette phrase. Et ce jour-là, devant la Croix Blanche, elle a tout compris. Pendant ce temps, dans le milieu judiciaire, les efforts de l'avocat qui accompagnait le journaliste continuaient de se heurter à des obstacles. Chaque tentative d'ouvrir un dossier d'enquête se heurtait à des obstacles, un manque de documents, des témoins absents, des faits prescrits. Même quand il a présenté la lettre manuscrite, la réponse fut cruellement technique. Son authenticité ni son contexte légal ne peuvent être vérifiés. Quand il a présenté les photos du ranch, ils ont dit qu'elles ne démontraient aucun délit. Quand il a montré le cahier avec des dessins d'enfants au visage et des ombres allongées, un fonctionnaire a osé dire que c'était des interprétations objectives et une valeur d'expertise. Malgré tout, ils ont décidé d'insister. Ils ont recueilli des signatures, contacté des organisations de droits humains, parlé dans des universités, dans des forums de femmes, dans des églises. Petit à petit, l'histoire a commencé à résonner au-delà du Nord. Elle est arrivée à Monterrey, à Guadalajara, à la ville de Mexico. Une chaîne de télévision a demandé à faire un reportage, mais en sachant qu'il n'y avait pas de nom ni de procès ouvert, ils ont perdu intérêt. Nous ne pouvons pas faire une histoire sans visage, ont-ils dit. Comme si les visages n'étaient pas déjà marqués par la douleur. Ce fut alors qu'apparut un message inattendu. Une jeune femme qui signait comme R écrivit au journaliste disant qu'elle croyait avoir connu Maria dans un centre pour adolescents en situation de risque à Hermosillo. Elle dit qu'elle ne savait pas son nom, parce qu'elle ne le disait jamais. Mais elle se souvenait de ses yeux, de sa façon de parler à peine en murmure, et qu'elle dormait toujours serrée contre une vieille couverture qui sentait la terre. Elle raconta qu'un jour, pendant une activité de groupe, une thérapeute demanda qu'elle dessine un lieu sûr. Tandis que toutes dessinèrent des maisons, des arbres ou des étreintes, elle dessina une croix blanche sur une montagne. Personne ne comprit le dessin à ce moment-là. Mais lui ne l'oublia jamais. Le journaliste voyagea à Hermosillo avec l'avocat. Ils demandèrent au centre. Personne ne voulut donner d'informations. Mais une travailleuse de la propreté, en voyant l'insistance, s'approcha et dit à voix basse qu'elle se souvenait de cette jeune femme, qu'on l'appelait la fille de la croix à cause de ce dessin, qu'elle était restée là pendant quelques mois et qu'elle fut transférée à un autre foyer par décision administrative.
il ne savait pas où. Cela ne resta pas dans le registre numérique. Apparemment, son dossier était incomplet. La frustration était de plus en plus grande. Chaque piste menait à un mur, chaque porte semblait fermée. Et pourtant, les témoignages n'arrêtaient pas d'arriver. Une professeure à la retraite raconta que, dans une école primaire rurale, elle avait eu une élève qui était arrivée sans acte de naissance, sans carnet de vaccination, sans nom de famille. Quand elle lui demanda au sujet de son père, la petite fille lui dit « Mon papa est aussi le papa de mon bébé ». La maîtresse tenta de le dénoncer. Personne ne l'a cru. La petite fille disparut quelques jours après. Chaque histoire était un écho du cas de Maria. Un modèle de violence, de silence, de dissimulation et d'abandon. Et le plus douloureux était de savoir que, malgré l'effort, le plus probable était que rien ne changerait pour elle. Que si elle restait en vie, elle continuerait à fuir. Que si elle était morte, elle l'aurait fait dans la solitude, sans justice, sans nom, sans tombe. Ce fut alors que le journaliste décida de changer de stratégie. Il ne chercherait plus la justice à travers l'État. Il chercherait la justice à travers la mémoire. Il commença une campagne de sensibilisation dans les écoles, dans les centres de santé, dans les communautés rurales. Il montrait les dessins, lisait la lettre, parlait de la croix blanche. Il ne désignait pas de coupable. Il n'utilisait pas de nom. Il racontait seulement l'histoire telle qu'elle était, un avertissement, un miroir, un appel à ouvrir les yeux. Dans l'une de ces discussions, dans un petit village près d'Ojinaga, une adolescente se leva les larmes aux yeux. Elle dit que sa meilleure amie avait peur de son père, qu'elle vivait avec lui et avec 2 frères dans une maison isolée, que la mère avait disparu, qu'elle s'enfermait parfois dans la salle de bain et pleurait pendant des heures. Le journaliste nota tout. L'avocat fit un rapport anonyme. L'intervention fut rapide. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, ils trouvèrent la fillette en situation de grande vulnérabilité. Elle était enceinte, et sous son matelas se cachait un cahier rempli de dessins rappelant ceux de Maria. On pouvait y voir une croix, une femme agenouillée et un bébé au visage absent. Ce jour-là, le journaliste comprit une chose essentielle. Que l'histoire de Maria, bien qu'elle ne pût être résolue, était en train de sauver des vies. Que sa douleur ne fut pas vaine. Que sa lettre, son dessin, sa croix blanche, étaient devenus des symboles de résistance au milieu de l'abandon. Qu'à travers sa voix brisée, d'autres voix commençaient à crier. Et c'est pourquoi il continua. Même si cela faisait mal, même si chaque témoignage était un coup de poignard, même si chaque enfant sans nom lui brisait un peu plus l'âme. Car dans chaque mot, dans chaque dessin, dans chaque souvenir partagé, il y avait une flamme qui ne s'éteignait pas. Une Lusteno épérophyre qui disait « Je suis ici ». Ne m'oubliez pas. Et tant que cette lumière resterait allumée, le silence ne serait plus complice. Car raconter l'histoire est, parfois, le seul acte de justice possible quand tout le reste échoue. Et parce que tant qu'il y aura quelqu'un de disposé à écouter, Maria ne sera pas seule. Plus jamais. L'histoire de Maria. Convertie maintenant en une sorte de légende douloureuse mais nécessaire. Elle commença à voyager sans besoin de journaux ni de bulletins d'information. Elle voyageait dans la voix des femmes qui assistaient aux discussions, dans les dessins que les garçons et les filles faisaient dans des entalrés silencieux, dans les larmes qui tombaient quand une mère confessait qu'elle avait aussi senti que Dieu ne la regardait pas, et dans chaque son sud ce qui s'échappait de la bio gerçait par des années de silence.
Maria n'était plus seulement une jeune femme avec un bébé dans les bras. Elle était le symbole de tout ce qui se cache, de tout ce qui saigne dans l'ombre, de tout ce qui, même si cela semble oublié, vit encore. Ce journaliste, qui n'avait jamais pensé aller si loin avec une affaire sans preuve, sans nom ni corps, commença à changer lui aussi. Il ne dormait plus de la même façon, il ne parlait plus de la même voix. Il commença à porter une petite croix de bois dans sa poche. Non par religion, mais par mémoire, par respect, par promesse. Et chaque fois que quelqu'un lui racontait une histoire similaire, il sortait cette croix, la posait sur la table et disait « Raconte-moi. Je suis ici pour t'écouter. » Lors d'une de ses visites à une communauté près de la frontière avec Sonora, une fille d'à peine 12 ans lui remit une feuille de papier pliée en 4. Elle ne dit pas son nom. Elle le regarda seulement avec des yeux tristes et courut se cacher derrière sa mère. Quand le journaliste l'abra, il trouva un dessin, une femme étreignant un bébé, sous un ciel sans étoiles, et en arrière-plan, une figure noire debout, avec les yeux blancs. C'était une version enfantine de ce qu'il avait déjà vu tant de fois. La même peur, le même secret, la même blessure. Il parle avec la mère. Il lui demanda si elle savait quelque chose. Elle baissa la tête et dit que oui, que sa fille avait changé depuis que le grand-père avait emménagé avec elle, qu'elle ne voulait plus manger, ni dormir seule, ni aller à l'école, que quand elle essaya de parler avec son mari, il lui dit de ne pas me tirer d'idées dans la tête de la fille. Et que quand elle alla à la police, ils se moquèrent. « Si tu n'as pas de preuves, tu n'as rien », lui dirent-ils. Comme toujours, comme partout. Le journaliste parla avec l'avocat. Ils tentèrent d'activer une voie de protection. Elle fut lente, comme toutes. Mais elle fonctionna. À la semaine, le grand-père fut retiré de la maison. La fille et sa mère furent emmenées à un centre sûr. Ce n'était pas parfait, mais c'était quelque chose. Et encore une fois, l'histoire de Maria avait servi. Non pas pour rendre justice pour elle, mais pour éviter qu'une autre fille ne suive son même chemin. Pendant ce temps, la croix blanche sur la colline se décora seule. Quelqu'un, en silence, commença à laisser des fleurs. Un jour apparut une bougie. Un autre jour, un ruban avec une prière écrite à la main. Que jamais plus une fille ne dorme avec peur. Personne ne savait qui le faisait. Le journaliste arriva un après-midi et trouva un bouquet de tournesol sec, attaché avec un cordon rose. Et il comprit que, même si personne parlait en voix haute, les gens se souvenaient. Dans une interview enregistrée pour un podcast indépendant, le journaliste fut interrogé parce qu'il continuait à parler d'une histoire sans résolution, sans jugement, sans fin claire. Il a répondu qu'il y a des histoires qui ne peuvent pas être closes. Parce qu'il ne s'agit pas de coupables qui iraient en prison, ni de gros titres bruyants. Il s'agit de restaurer quelque chose qui a été brisé, de nettoyer une blessure qui suppure encore, d'accompagner la douleur que personne ne veut voir. Parfois, a-t-il dit, raconter est le seul acte d'amour possible. Cette phrase a commencé à circuler. Elle a été répétée sur les réseaux, dans les salles de classe, dans les espaces où l'on parlait de traumatisme, d'abus, de consanguinité, de femmes réduites au silence. Et alors, quelque chose d'inattendu est arrivé. Une jeune femme qui se faisait appeler Lucia a écrit d'un pays du Nord, où elle disait vivre en qualité de réfugiée. Elle disait être arrivée là avec l'aide d'une nonne et ne pouvait pas donner plus de détails pour des raisons de sécurité. Mais elle affirmait qu'elle était amie de Maria, qu'elles avaient vécu ensemble dans un refuge pendant 6 mois, que Maria parlait peu, mais lui avait montré une fois un dessin, le même, une croix blanche sur une montagne.
Lucia a dit que Maria avait été sortie du pays avec de faux documents, par peur qu'on ne la renvoie au ranch, qu'elle avait été dans plusieurs maisons, qu'elle avait perdu un autre bébé et qu'elle vivait maintenant dans un endroit où personne ne connaissait son histoire. Qu'elle travaillait en nettoyant des maisons, qu'elle continuait à ne pas beaucoup parler, mais que chaque nuit elle priait, toujours avec la même prière. « Seigneur, si tu m'entends, prends soin d'eux, de mes enfants, de ceux qui ne sont pas là, de ceux qui ne sont pas nés, de ceux qui n'ont pas survécu. » Le journaliste s'est effondré en lisant ce message. Il ne pouvait pas savoir si c'était vrai. Il ne pouvait pas le vérifier. Mais au fond de son être, il a voulu y croire. Parce qu'il avait besoin de penser que Maria était vivante. Que même si tout lui avait été enlevé, elle pouvait encore tenir un balai avec dignité. Qu'elle pouvait encore regarder le ciel avec espoir. Qu'elle pouvait encore dire « Seigneur » sans rancune. Il a décidé de lui écrire une lettre. Il l'a publiée sur sa page. Elle disait « Maria, si tu lis ceci, je veux que tu saches que ton histoire n'a pas été effacée, que ton silence a été une graine, que tes larmes ont nourri la compassion de milliers, que même si personne ne t'a appelé par ton nom, aujourd'hui beaucoup le portent dans leur cœur. Maria n'est plus une seule. Elles sont des centaines, des milliers. Et toi, tu as ouvert le chemin. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et même si nous ne nous croisons jamais, où que tu sois, je veux que tu saches que nous te croyons. Nous t'embrassons. Nous t'honorons. Cette lettre a été traduite en plusieurs langues, partagée par des organisations de femmes sur tout le continent, imprimée dans des revues de droits humains, lue lors de cérémonies religieuses. Et chaque fois que quelqu'un l'écoutait, une émotion silencieuse parcourait la salle, parce qu'elle parlait de quelque chose dont nous avons tous besoin. Être vu, être cru, être aimé même quand tout nous a été enlevé. Un jour, le journaliste a reçu un paquet sans expéditeur. À l'intérieur, une feuille jaunie avec un dessin, le même. Mais cette fois, sous la croix, une femme debout, pas agenouillée, pas tremblante, debout, et à ses côtés, 3 petites figures lui tenant la main. En bas, écrit en écriture enfantine, il était dit « Maintenant il me voit ». Il n'y avait pas de signature, pas d'adresse. Mais le message était clair. C'était une réponse, une clôture. Ou du moins, une promesse de vie au-delà de la douleur. Depuis lors, le journaliste a cessé de chercher Maria. Non pas par abandon, mais par respect. Pour la laisser vivre. Pour lui donner la paix qu'elle n'a jamais eue. Il a décidé de consacrer le reste de son travail aux autres Marias, qui ne peuvent pas encore parler. À continuer à élever la voix pour elle, à placer plus de croix blanches là où c'est nécessaire, à écrire plus de lettres, à ne pas se taire. Et ainsi, sans le vouloir, elle est devenue le témoin d'une vérité plus puissante que n'importe quelle preuve judiciaire, que la compassion, lorsqu'elle devient action, peut réparer ce qui semblait irrémédiablement brisé. Car Maria n'a pas été sauvée par un juge, ni par une loi, ni par une caméra. Elle fut sauvée par ceux qui décidèrent de ne pas regarder ailleurs, par ceux qui recueillirent son histoire et la transformèrent en semence, par ceux qui, au milieu de la douleur, choisirent d'aimer, aimer à distance, par la parole, par la foi. Et cela peut-être est la forme la plus pure de justice qui nous reste quand tout le reste échoue. Car si Dieu fut absent dans son enfance, il fut présent dans chaque main qui fut tendue après, dans chaque voix qui s'éleva, dans chaque fleur laissée sur la colline, dans chaque croix érigée pour elle. Maria n'a plus besoin que nous la cherchions.
car maintenant, elle vit en nous. Et nous, avec chaque histoire que nous racontons, avec chaque injustice que nous nommons, avec chaque silence que nous brisons, nous lui disons la même chose. Maintenant, oui, nous te voyons. Bien que beaucoup pensaient que l'histoire de Maria avait atteint son point culminant avec cette lettre sans signature. La vérité est que, pour ceux qui la portaient dans leur cœur, cela n'était que le début d'une mission plus profonde, libérer du silence celle qui était encore piégée. Il ne s'agissait plus seulement de rendre visible un cas, mais d'illuminer un schéma d'horreur ancestrale qui se répète encore dans des recoins reculés, où l'État n'entre pas, où l'Église se tait et où le nom de famille devient une condamnation. Le journaliste, marqué par tout ce qu'il avait vécu, continua à recevoir des témoignages qui semblaient une extension de la même douleur. Mais cette fois, il décida de voyager vers un lieu qu'il avait évité pendant des années. Le village où l'on croyait que Don Severo, l'homme qui éleva et marqua la vie de Maria, était né. Ce n'était qu'un hameau perdu parmi les plis secs de la Sierra. Un endroit avec moins de 20 maisons, sans signal téléphonique, et avec une place couverte de mauvaises herbes. Là-bas, les mots traînaient comme le vent, avec méfiance et lenteur. Pendant les premiers jours, personne ne voulut parler, plus. En nommant Don Severo, les visages se durcissaient ou se détournaient. Mais un après-midi, en s'asseyant devant la vieille boutique du village, un vieil homme qui vendait du charbon s'approcha de lui. Il dit qu'il se souvenait de lui, que Severo avait été un enfant silencieux, élevé par une tante qui disparut sans laisser de traces. Qu'on disait qu'il était le fils d'une relation interdite entre un patron et une servante. Que depuis tout petit, on le maintenait isolé parce qu'il était bizarre, triste, trop seul. Et que quand il eut l'âge suffisant, il partit vivre dans la montagne, où personne ne pourrait le voir. Le vieil homme parla d'autre chose. Il dit qu'une fois, quand il était jeune, il monta livrer des vivres à ce ranch. Il fut reçu par un enfant maigre, avec des vêtements sales et les pieds blessés. Il ne parlait pas, il indiquait seulement. À l'intérieur de la maison, il entendit le pleur d'un bébé. Il demanda après la mère. L'enfant baissa la tête. Alors Severo sortit, avec un fusil sur l'épaule, et lui demanda de s'en aller. Depuis lors, il ne revint plus jamais. Cette visite fut clé pour comprendre que l'horreur vécue par Maria ne fut pas un événement isolé, mais la fin tragique d'une chaîne intergénérationnelle d'abandon, d'abus hérités, de traumatismes jamais traités. Car personne ne naît monstre, mais on peut grandir parmi des monstres sans que personne ne les sauve. Le journaliste recueillit tout dans un carnet qui n'était plus seulement un journal de bord d'enquête, mais une sorte de témoignage spirituel. Il l'appelait « Les enfants du silence ». Et là, à côté de photos floues, dessins, lettres et fragments d'interviews, il a écrit des pensées qui naissent de l'âme. L'une d'elles disait « Quand une fille perd sa voix, non seulement elle se brise. Le monde qui devait la protéger se brise. Avec le passage des mois, le projet a pris une autre dimension. Des volontaires de différentes parties du pays ont offert leur soutien. Psychologues, enseignantes, médecins ruraux. Ils ne cherchaient pas de récompense, seulement la rédemption. Dans chaque communauté qu'ils visitaient, ils demandaient s'il y avait des filles qui n'allaient pas à l'école. Si quelqu'un connaissait des familles où les enfants n'avaient pas de papier. S'il y avait des maisons où tout semblait trop silencieux. Et là, dans ce travail minutieux et patient, plus de Marias sont émergées. L'une d'elles fut trouvée dans un hameau de Durango. Elle avait 15 ans et était enceinte de 8 mois.
Elle vivait avec son oncle, qui en réalité était son père. Elle ne parlait plus depuis l'âge de 10 ans. Elle mangeait une fois par jour. Elle dormait par terre. Quand elle fut secourue, elle ne comprenait pas ce que signifiait sa grossesse. Elle pensait que c'était une maladie. Son expression n'était pas de peur, mais de confusion. Comme quelqu'un qui n'a jamais eu d'autre option. Une autre fut trouvée dans une décharge à Veracruz, cherchant de la nourriture avec son fils de 2 ans dans les bras. Elle avait fui sa maison après des années d'abus de la part du grand-père. Elle ne savait pas lire. Elle ne savait pas écrire. Mais en étant emmenée dans un refuge, elle a dessiné quelque chose, un cercle dans un autre. Et quand on lui a demandé ce que c'était, elle a répondu « Une maison fermée. J'y vivais. » Son fils avait des problèmes de développement. Il ne parlait pas, il ne pleurait pas. Il s'accrochait seulement à sa mère comme un naufragé à un morceau de bois. Et ainsi, cas après cas, les dessins se répétaient. Maisons inventées, figures sombres, croix blanches. Comme si toutes partageaient un même langage secret. Un code ancestral de douleur, que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent traduire. Face à cela, le journaliste et l'avocat ont décidé de fonder une petite organisation à but non lucratif. Ils l'ont appelée « Mémoire vivante ». Ils ne promettaient pas de solutions rapides, ni de jugements historiques. Seulement attention, refuge, écoute, non, le basique, l'essentiel. Ce que tant de femmes n'ont jamais eu. L'un des premiers actes symboliques qu'ils ont organisés fut dans la ville de Mexico, une exposition des dessins recueillis. Il fut replacé dans une salle obscure, illuminée seulement par des bougies. Chaque dessin accompagné d'une brève note, anonyme, 14 ans, refuge du Nord, sans nom, fille trouvée en 2021, disparue depuis 2015. La salle se remplit de silence. Personne ne parlait. Certains pleuraient, d'autres priaient. Beaucoup se contentaient de regarder ces lignes tordues qui racontaient plus que 1000 mots. L'une des participantes était une jeune femme avec un enfant dans les bras. En voyant l'un des dessins, elle tomba à genoux et se mit à pleurer. Il était identique à celui que sa sœur avait fait avant de disparaître, 10 ans auparavant. Elle s'approcha du journaliste et lui dit « Elle aussi s'appelait Maria ». Cette nuit-là, le journaliste a écrit dans son cahier « Il n'y a pas de justice sans nom, mais il n'y a pas non plus de nom sans mémoire. » Et ainsi ils continuèrent. Avec plus de lettres, avec plus de discussions, avec plus de croix blanches placées sur des collines, sur des places, dans des patios oubliés. Chacune avec une prière écrite par ceux qui ont survécu. Certaines demandaient pardon, d'autres demandaient justice, mais toutes parlaient d'espoir. Parce que même si beaucoup n'ont pas été sauvés à temps, leurs voix, leurs dessins, leurs larmes invisibles en sauvaient d'autres. Bien que la douleur ne puisse être effacée, elle pouvait être transformée. Bien que la blessure fût encore ouverte, elle ne saignait plus en solitude. Et parmi tant de douleurs, surgissaient aussi les gestes les plus humains. Une infirmière qui s'offrait à prendre soin d'enfants sur son temps libre. Un prêtre qui pour la première fois parlait dans sa messe de l'inceste comme péché et comme crime. Une mère qui, en écoutant l'histoire de Maria, serrait sa fille avec plus de force. Une enfant qui, après des années de silence, disait « Moi aussi, je veux dessiner ». Le journaliste ne se présentait plus comme tel. Maintenant, il disait « Je suis seulement quelqu'un qui écoute ». Et cela était suffisant. Car écouter, quand personne ne l'a fait, tu peux sauver une vie. Un jour, lors d'une visite à la colline où tout avait commencé, il remarqua quelque chose de nouveau sur la croix. Quelqu'un avait gravé des mots avec un canif. Ici fleurit ce qui n'a pas été laissé mourir.
et sur le sol, à ses pieds, poussait une petite fleur violette, solitaire, mais ferme. Comme Maria, comme toutes. Car le plus puissant n'était pas le cri, ni la dénonciation, ni même la visibilité. C'était la persistance de l'amour au milieu de la ruine, la fidélité à la compassion, l'entêtement de la mémoire. Et cela, comprit-il, était la vraie victoire. Maria n'avait pas été vaincue, car en chaque enfant qui était sauvé, en chaque mère qui osait parler, en chaque croix qui s'élevait, elle renaissait. Non pas avec le visage du trauma, mais avec celui de l'espoir. Un espoir qui ne demandait plus la permission, qui ne se cachait plus, qui n'avait plus besoin de nom, car elle en avait des milliers de voix, des milliers de bras, des milliers de dessins qui, en silence, disaient au monde « ça suffit ». Et cela, au final, était la seule chose qui importait. Ce fut au printemps suivant, quand l'organisation Memoria Viva célébra son premier anniversaire d'existence, que quelque chose se produisit que personne n'attendait. Un appel anonyme, depuis un numéro inconnu, arriva au téléphone de l'avocat. La voix de l'autre côté était féminine, éteinte, tremblante. Elle ne dit pas son nom, mais demanda à parler à l'homme aux croix blanches. C'est ainsi qu'on appelait déjà le journaliste dans quelques villages du Nord. L'avocat passa le téléphone immédiatement. De l'autre côté, la femme ne parlait pas avec des phrases complètes, comme si les mots lui coûtaient le double. Mais ce qu'elle dit fut suffisant pour éveiller un silence révérencieux chez le journaliste. Moi, j'étais là, sur la colline, avec lui. J'étais sœur, j'étais fille, j'étais mère. Personne ne vint, mais moi je suis sorti. Pendant un moment, le journaliste pensa qu'il s'agissait d'une jeune femme secourue d'une situation similaire. Mais ensuite, la femme dit quelque chose de plus. Vous avez laissé une lettre. Je l'ai lue. Je l'ai gardée. Je sais qui je suis. Bien que personne ne me l'ait jamais dit, il put à peine répondre. Il avait passé tant de temps à désirer ce moment, que quand il se produisit finalement, il ne sut que faire avec. Il lui demanda s'il pouvait la voir. Elle ne dit pas non, qu'elle avait encore peur, qu'elle n'était pas encore libre, mais qu'elle avait besoin de remercier, non pas pour l'avoir trouvée, mais pour lui avoir rendu son existence. Personne ne m'a appelé par mon nom depuis des années. Maintenant, je sais que j'en ai un. Cet appel devint une pièce de plus d'un puzzle qui ne finirait jamais de s'assembler. Il ne savait pas si c'était Maria. Ils n'avaient pas comment le vérifier. Mais ils décidèrent, par respect, de ne pas chercher de confirmation. Le journaliste écrivit dans son carnet. Peut-être que je n'ai plus besoin de savoir si c'est elle. Peut-être que ce qui importe est qu'elle sache que nous l'avons vue, que nous l'avons nommée, qu'elle n'est plus seule. À partir de ce moment-là, le travail de l'organisation changea de cap. Il cessa de se concentrer sur la recherche de Maria, ou d'une vérité juridique inatteignable, et passa à la formation de réseaux communautaires de protection. Des femmes qui avant ne se regardaient pas entre elles commencèrent à s'organiser. Elles formèrent des groupes de surveillance dans leur village. Elles prenaient soin des petites filles. Elles leur parlaient de leur corps, de leurs droits, de leur dignité. Elles leur enseignaient à dire non. Elles leur enseignaient à dessiner des maisons avec des fenêtres. Dans les espaces où avant seule la résignation s'entendait, maintenant s'entendirent des prières collectives, des ateliers d'art, des cercles de parole. Une femme à Zacatecas écrivit « Grâce à vous, ma fille n'a plus peur de dormir seule. » Et une autre, à Guerrero, « Avant je pensais que tout était ma faute. Maintenant je sais que ce fut un silence hérité,
le journaliste commença à recevoir des invitations à des lieux qu'il n'avait jamais pensé fouler, des prisons, des cliniques et asiles, des villages fantômes. Dans chaque endroit, il trouvait une Maria différente. Une femme qui avait grandi en croyant que ce qui lui arrivait était normal, que la douleur faisait partie d'être femme, que le silence faisait partie de l'amour. Et à chaque visite, il répétait la même phrase. Ce que tu as vécu n'était pas ta faute. Et tu n'es plus seul. L'une des histoires les plus dures qu'il connut fut celle d'Ophélie, une femme de 40 ans qui avait élevé 7 enfants, 3 d'entre eux nés de son propre père. Elle n'a jamais dénoncé. Elle n'a jamais fui. Elle a seulement résisté. Quand finalement elle partit, après la mort de l'homme qui l'avait marquée, elle s'installa dans une petite chambre prêtée et commença à coudre. Un jour, quelqu'un lui parla de mémoire vivante et elle s'approcha du groupe. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle avait un talent avec l'aiguille qui semblait sortie de l'âme. Elle commença à broder les noms symboliques de toutes les petites filles dont il parlait dans les ateliers. Chaque croix blanche qui était placée sur la colline avait depuis lors un ruban brodé par Ophélie. Elle disait que chaque point restait comme coudre le trou qu'il lui avait laissé. Ophélie n'a jamais beaucoup parlé de son histoire. Mais un après-midi, tandis qu'elle brodait en silence, elle murmura « Si quelqu'un m'avait dit que ce n'était pas normal, peut-être aurais-tu sauvé mes filles. » Et sa voix se brisa. Chaque mot de cela était un testament. Et chacune d'elles tissait un pont avec l'histoire de Maria. Parce que bien qu'elles ne se soient jamais rencontrées, elles partageaient la même racine, la même nuit sans lune, le même désir de ne pas répéter. Dans les rapports annuels de l'organisation, on incluait plus de chiffres, on incluait des histoires. Parce qu'ils comprirent que l'important n'était pas de compter combien de petites filles avaient été sauvées, mais comment elles avaient été écoutées. Parce que dans un pays où tout se mesure avec des nombres, écouter reste l'acte le plus humain. Et parmi toutes ces histoires, un jour arriva une lettre écrite par une petite fille de 10 ans. Elle disait « Merci d'être venue à mon école. Ma maman me dit qu'ils ne me toucheront plus. Je la crois. Je dessine beaucoup de fleurs maintenant. Avant, je ne dessinais que des arbres secs. » Cette lettre fut marquée et accrochée à l'entrée du siège de Mémoire vivante. Parce qu'en elle était tout. La douleur, la transformation et surtout l'espoir. Un dimanche, le journaliste retourna à la colline. Seul, il portait avec lui une nouvelle croix. La numéro 100, la dernière. Non pas parce qu'il n'y avait plus d'histoire, mais parce que cette croix représentait la clôture symbolique d'un cycle. Il la plaça avec des mains tremblantes, tandis que le vent soufflait avec force entre les pierres. À ses pieds, il laissa un dessin, une petite fille debout, tenant la main d'une autre, toutes deux regardant l'horizon. Sans ombre derrière, sans figure noire. Seulement le ciel, et là, à ce moment-là, elle fit une prière. Pas une formelle, pas une apprise, une prière sortie de la poitrine. Elle dit « Seigneur, si jamais tu as été loin, reviens maintenant. Regarde ces filles, regarde ces mères, regarde ce champ de croix, et promette-nous que cette fois, tu ne passeras pas outre. » Ce jour-là, elle ne sentit pas de réponse claire. Mais en regardant le ciel, elle vit comment un nuage s'ouvrit pour laisser passer la lumière. Seulement pendant quelques secondes. Comme une fissure dans la douleur. Comme un soupir du ciel. Comme un réconfort qui ne s'explique pas. Mais se sent. Depuis lors, l'histoire de Maria est racontée dans chaque atelier, dans chaque école, dans chaque groupe de femmes qui se réunit pour pleurer et guérir, non avec morbidité,
non avec rancune. Avec compassion, avec respect, avec la certitude que raconter, c'est se souvenir. Et se souvenir, c'est guérir. Maria n'a plus besoin que nous la cherchions. Elle est partout. Dans chaque fille qui dort maintenant sans peur. Dans chaque mère qui protège avec plus de force. Dans chaque enseignante qui détecte le silence d'une élève et demande avec tendresse. Dans chaque infirmière qui n'archive pas un soupçon. Dans chaque voisine qui décide de ne pas se taire. Et ainsi, sans le vouloir, elle est devenue éternelle. Parce que tant qu'il y aura quelqu'un de disposé à croire une enfant que personne ne veut écouter, l'histoire de Maria restera vivante. Et cela peut-être est la victoire la plus puissante de toutes. Des années après cette première photo floue où une jeune femme étreignait son bébé sous l'ombre d'un ranch sans fenêtre, la seule chose qui demeure est l'écho. Non pas un écho vide, mais un qui résonne dans l'âme de tous ceux qui, d'une certaine manière, ont croisé cette histoire. Il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu de condamnation. Il n'y a pas eu de nom inscrit dans des actes officiels. Mais il y a eu quelque chose de plus fort, de plus durable, de plus transformateur. La vérité racontée depuis la douleur et soutenue avec dignité. Maria, si tel était son nom, n'est plus seulement une figure floue d'une archive égarée. Aujourd'hui, elle est symbole. Elle est mémoire vive. Elle est point de départ. Ce qui était avant une tragédie sans témoin est maintenant une flamme qui brûle dans le cœur de ceux qui ont choisi de ne pas regarder de l'autre côté. La dernière croix placée sur la colline, la numéro 100, ne marqua pas la fin d'une histoire, mais le début d'un réseau qui grandit en silence, soutenu par l'engagement de milliers qui décidèrent de parler. Au long de ces années, plus de 500 filles et adolescentes ont reçu une aide directe de femmes courageuses qui, grâce à cette histoire, se sont organisées pour surveiller, écouter, détecter, embrasser. Il ne s'agit pas d'un héritage héroïque. Il s'agit d'humanité, de réparer l'irréparable par des actes petits mais constants. Il s'agit de ne pas oublier, de regarder avec d'autres yeux, d'apprendre à lire les silences. Parce que parfois, la souffrance ne crie pas, elle tremble seulement. Dans les écoles rurales, où avant les filles rentraient seules à la maison, il y a maintenant des enseignantes qui les attendent à la porte. Dans les centres de santé où avant on ignorait les signes d'abus, il y a maintenant des protocoles et des boîtes de dépôt sécurisées. Dans les villages, où avant on disait de cela on ne parle pas, maintenant on écoute les filles. On les croit. Chacune de ces transformations commença avec une histoire qui semblait impossible à raconter. Une histoire sans visage, sans date exacte, sans vérification judiciaire. Mais une histoire avec une âme, avec vérité, avec un appel qui, du fond de la Sierra, a dit « Ne m'oubliez pas ». Et nous ne l'avons pas fait. Nous ne le ferons pas. Maria vit dans les yeux de ceux qui écoutent, dans les mains de ceux qui guérissent, dans les voix qui s'élèvent maintenant pour d'autres qui se taisent encore. Son histoire a enseigné qu'il n'est pas nécessaire de connaître tous les détails pour agir avec compassion, qu'il suffit d'être attentif, de demander, de croire. Car le vrai danger n'est pas seulement dans le mal qui est fait, mais dans l'indifférence qui le permet. Aujourd'hui, chaque croix blanche sur la colline raconte une histoire. Non de mort, mais de résistance. Non de tragédie, mais de reconstruction. Ce sont des autels improvisés où l'on ne laisse pas de pain et de fleurs, mais des promesses. De ne pas répéter, de ne pas faire taire, de ne plus lâcher la main d'aucune fillette. Et quand le journaliste, déjà vieilli, avec plus de cheveux blancs que de mots, retourne à cet endroit, il le fait en silence,
Il emporte avec lui seulement son carnet usé, sa croix dans sa poche et un respect qui n'a plus besoin de micro. Il s'assoit face à l'horizon et comprend que, même si le système ne change pas, les personnes, elles, peuvent le faire. La dernière page de son carnet est blanche. Mais pas parce qu'il manque quelque chose, mais parce qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être écrites pour être vraies. L'important a déjà été dit, a déjà été vécu, a déjà été partagé. Et depuis cet espace, Mexique interdit, nous te remercions d'avoir écouté jusqu'à la fin, pour ne pas avoir détourné le regard, pour comprendre que derrière chaque histoire comme celle-ci, il y a une société entière qui peut changer si elle ose regarder sa blessure. Si cette histoire a touché quelque chose dans ton cœur, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne. Non pas pour qu'un nombre augmente, mais pour que la mémoire grandisse. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'écouter. Peut-être ne pourrons-nous pas sauver le passé, mais nous pouvons protéger l'avenir. Et si jamais tu vois une fillette en silence, approche-toi. Ne l'interroge pas. Reste seulement. Parfois, le simple fait d'être est la forme la plus profonde d'amour. Merci d'être ici. Merci de ne pas oublier. Merci de continuer à croire aux histoires qui font mal, mais qui guérissent aussi. Nous continuons ici. Nous serons ici. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule croix sans nom. Jusqu'à ce que le silence cesse d'être une habitude. Jusqu'à ce que toutes les Marias puissent dire, d'une voix ferme: Maintenant, on me voit.